Bienvenue dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, le thème chaque soir, alors pas chaque soir, mais le thème ce soir en tout cas, c'est celui de l'actualité de l'industrie ETF. Une fois par mois, nous accueillons les équipes. Alors, d'Altéis, désormais, Olivier Maltès, directeur des investissements d'Altéis, by Yomoni, je le rappelle. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être nous. Un mot quand même des démarrages d'Altéis, parce que le grand bain, c'était la convention patrimoniale il y a 3 semaines maintenant, Olivier, qui était la première convention pour la marque Altéis dédiée au CGP. Quel bilan vous en faites ? Bon, on fait un bilan très positif. C'était pour nous très important parce que c'était la première fois où on allait rencontrer directement beaucoup de CGP réunis au même endroit et on allait pouvoir échanger, présenter l'offre, présenter ce qu'on avait construit. Et on a été très bien accueillis, ce qui fait toujours plaisir. On voit que les CGP, de toute façon, doivent traiter aussi le problème des ETF, s'y mettre de plus en plus. On voit que c'est de plus en plus compliqué aussi. On voit l'effet euro-dollar depuis le début de l'année notamment. On en reparlera certainement, qu'il y a de plus en plus d'ETF actifs. Qu'il y a de plus en plus d'ETF qui mettent un peu de complexité à l'intérieur. Donc, ils doivent soit y passer du temps, soit déléguer. Déléguer, c'est ça. Voilà. Et donc, on est là aussi pour les accompagner et les aider. Donc, ils peuvent nous rencontrer avec plaisir. Ils sont les bienvenus pour échanger et découvrir notre offre. Bon. L'engouement pour les ETF ne se dément pas, d'autant plus quand on fait le bilan du mois de septembre avec vous. Le chiffre de collecte est le plus gros de l'année, c'est ça ? C'est le plus gros de l'année, c'est le plus gros qu'on ait constaté depuis qu'on suit, nous en tout cas, les ETF. Donc 42 milliards de souscriptions sur septembre, 42 milliards et demi. Si on regarde depuis le début de l'année, on a 258 milliards de collecte nette et donc on a battu le record de 2024 sur toute l'année qui était de 255. Donc hormis rachat jusqu'à la fin de l'année, ce qu'on va pas souhaiter et ce qui est peu probable, on peut dire qu'on battra le record et on battra certainement les 300 milliards sur l'année si ça continue comme ça. Et donc un super mois de collecte pour les ETF sur septembre. Et quand on regarde en 3 ans, donc sur 3 ans glissants, mois par mois, on n'est pas un mois de collecte négative maintenant sur 3 ans glissants. Donc que des mois de collecte positive et là un mois vraiment record. Et qu'est-ce qui s'est passé alors en septembre ? Qu'est-ce qui fait que septembre a été un mois aussi dynamique pour la collecte ? On a toutes les classes d'actifs ont collecté, c'est sûr. Les actions ont très bien collecté avec 28 milliards aussi. Donc si on s'arrête sur les actions, on est à 184 milliards depuis le mois de janvier et c'est par rapport à 2024 qui était donc l'année de référence jusqu'à présent, l'année record, plus 57% de collecte sur les actions. Donc voilà, 28 milliards. Il y a 2 ans, je me souviens, la première fois que je suis venu vous voir, on avait 10 milliards de souscriptions au global, et donc là 28 sur les actions. On voit que ça a pris un deuxième volume, enfin deuxième vitesse, c'est la seconde. 9 milliards 7 sur les ETF obligataires, donc un mois relativement important aussi, enfin solide, et 4 milliards sur les ETF matières premières, ce qui est relativement ETF ETC, ce qui est relativement important, et dont 3 milliards sur l'or qui a battu pendant le mois de septembre les 10 milliards de collecte depuis le début de l'année. Souvent on le dit ensemble tous les mois, c'est pas forcément le vecteur préféré par les investisseurs. Moi je me souviens du début d'année, même de 2024, où l'or enregistrait déjà de très belles performances. Non seulement vous nous disiez on n'a pas de collecte et parfois on avait même de la décollecte sur ces produits indiciels liés aux matières premières en général et notamment sur. Là il y a eu vraiment un décollage. En tout cas le support ETF pour l'or. ETC, pour l'or, a enfin trouvé son public. Alors en tout cas, quand on regarde, on est à environ 11 milliards depuis le début de l'année. On a 3 milliards en janvier, donc on avait un très gros mois de janvier, 4 milliards au mois de septembre, donc 2 gros mois. Les 3 mois précédents, donc juin, juillet, août, on était à 1,5 milliard environ, donc ce qui était assez sérieux. Et après, sinon, c'est très très faible. Donc c'est vraiment focalisé, centralisé. Mais on voit qu'il y a un engouement globalement pour l'or. Ça se voit en regardant le cours de l'or globalement, et que les investisseurs sont venus aussi sur le format ETF, enfin ETC. Et donc du coup, on a une collecte assez importante aussi via les ETC sur l'or. L'or et les précieux en général. Oui, alors l'argent sur septembre aussi, on a 600 millions, donc c'est beaucoup plus faible, mais c'est quand même relativement important. Et c'est vraiment ce qui fait la collecte. On a 3 milliards et 600 millions d'un côté. Le pétrole, par exemple, il y a moins de 100 millions. C'est très très faible. Tout ce qu'on va regarder à côté, c'est vraiment là les métaux précieux qui poursuivent. Qui ont concentré la collecte. La demande en ETC sur les matières premières. Si je reviens à la partie action, dans ces
28 milliards de collecte sur les actions. Quels ont été les intérêts? Est-ce qu'il y a eu des styles, des préférences, de taille d'entreprise, de zones géographiques? Là, on revient sur ce qu'on a l'habitude de voir sur les marchés actions. C'était pas le cas en début d'année, février, mars et ainsi de suite. On était là, on est vraiment sur les grosses capitalisations US, sur les grosses capitalisations mondiales. C'est vraiment ce qu'on voit globalement toujours sur les ETF en règle générale. Les grandes capitalisations aussi européennes, on continue à tirer leur épingle du jeu. Les émergents, qui continue d'intéresser, c'est une tendance relativement importante sur les émergents, c'est lié aussi à la performance globalement. Et en termes de secteur, c'est les valeurs financières qui ont continué à bien fonctionner en septembre. Il y a certainement eu un retour sur la fin du mois, mais en tout cas globalement sur septembre, des souscriptions nettes importantes sur les valeurs financières côté action. Dans ce qui a moins marché, les Nordiques, donc c'est très spécifique, les petites et moyennes capitalisations allemandes aussi, qui ont eu des rachats assez importants. Les ETF à effet de levier globalement, c'est une structure aussi qu'on regarde, effet de levier ou baissière, donc vraiment tous ceux qui vont soit faire du levier ou au contraire jouer la baisse. Et puis les valeurs immobilières aussi globalement ont décollecté sur le mois de septembre au niveau ETF Action. Sur la partie obligataire, qu'est-ce qu'on peut dire avec un peu plus de détails là aussi, Olivier? On est plutôt sur un marché qui est risk-on avec des investment grade, donc à la fois aux États-Unis, alors sur la partie courte et sur la partie américaine et sur la partie européenne au global, le high yield aussi, mais spécifiquement américain à collecter, et l'émergent, les obligations émergentes en dollars ont collecté. D'accord. Les émergents. Prise de risque là. Sur prise de risque. Émergents devises locales par contre sont en décollecte. D'accord. Donc c'est vraiment couvert en dollars, enfin protégé en dollars. En décollecte, on a les obligations américaines vraiment très court terme. Donc le court terme a collecté, mais le très court terme a plutôt décollecté. L'investment grade britannique aussi a décollecté. Et en termes de souverains, il y a eu des décollectes sur l'Espagne, spécifiquement l'Espagne, et les États-Unis aussi, décollectent plutôt sur le souverain. Donc un marché globalement plutôt risk-on sur le côté obligataire. Plutôt risque aussi sur le côté action, mais voilà, plutôt risque. Oui, prise de risque, c'est un septembre qui a payé d'ailleurs, qui a bien payé sur le général septembre, un marché compliqué. C'est toujours une réputation un peu compliquée septembre, mais cette année, ça a été un mois très positif. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement peut-être de l'ESG dans cet univers des ETF et de la gestion dite passive, Olivier? C'est positif sur l'ESG, des flux positifs. C'est le 5e mois positif, parce qu'on a eu un début d'année compliqué sur les flux, mais ça reste très modeste. Quand on regarde la proportion des flux qui vont sur l'ESG, donc côté action, on n'a que 9% globalement qui ont été vers des ETF avec des composantes extra-financières importantes. Côté obligataire, 13%, donc c'est vraiment très très faible et en dessous des parts de marché globalement de l'ESG, mais qui continue progressivement de décroître. Ça, c'est vraiment la tendance toujours là. Donc collecte, mais moins que sur le non-ESG globalement. Ah ouais. Un mot rapidement aussi des positions là des émetteurs d'ETF. BlackRock écrase toujours tout, mais là visiblement BlackRock a tout écrasé comme jamais. Oui, c'est-à-dire que BlackRock est souvent premier, pratiquement tous les mois, c'est rare quand j'arrive avec une surprise. Mais ce qui est important, parce que c'est compliqué avec leur part de marché, ils ont une part de marché évidemment très importante, aux alentours de 40% globalement sur les ETF en Europe. Là, ils font plus de 50% de la collecte, ils sont à pratiquement 15 milliards, donc 14 milliards 7 de collecte sur le mois de septembre. C'est juste énorme, et c'est donc du coup plus de 50, donc c'est très très rare. Les gros émetteurs ont du mal à garder des parts de marché relativement importantes. Ils ont fait un mois de septembre remarquable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lancements non, je sais pas. Bon, mais mois de septembre remarquable. Très bon mois. Le deuxième, c'est State Street, pour se donner un ordre de grandeur. Et State Street, globalement, a fait un peu plus de 6 milliards. Donc, on voit la différence entre le premier et le deuxième. Voilà. Ensuite, on a Amundi en troisième position. Ils sont deuxième en termes de collecte depuis le début de l'année. Donc, c'est une bonne année quand même aussi pour Amundi. Mais là, c'est un mois de septembre record côté HRC. Bon, Amundi, alors dans les lancements de produits, je sais pas si on aura le temps de tout détailler, mais il y a un produit d'Amundi visiblement qui attire l'attention. Donc, c'est le X2 MSCI World d'Amundi, éligible au PEA. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du fonctionnement de cet ETF, Olivier? Alors faut toujours faire très attention sur les ETF qui sont comme ça. Donc là, c'est 2 fois exposé. Donc l'idée, c'est de vous exposer 2 fois à la performance du MSCI World. Ouais. On sait globalement, notamment pour les particuliers, les ETF MSCI World, y compris dans le PEA, ont beaucoup de succès. C'est une manière de diversifier son PEA de manière relativement simple. Donc Amundi lance un ETF qui fait 2 fois la performance du CAC. Ce qui est très important de comprendre du MSCI World. Pardon. Ce qui est très important de comprendre, ça existe depuis longtemps. Les ETF leveragés de cette manière-là, ça arrive, et donc on en a fréquemment des lancements. Ce qui est très important de comprendre, c'est que
on n'aura pas exactement la performance toujours de 2 fois. C'est pas un vrai x2. C'est pas un vrai x2. Alors, c'est un vrai x2 dans le sens où à chaque clôture, il repositionne et redimensionne le fonds et l'ETF de manière à exposer 2 fois. Donc ça, c'est vrai. D'accord. Par contre, c'est ce qu'on appelle un effet, notamment pour tous ceux qui font des options, c'est ce qu'on appelle un effet gamma négatif, c'est-à-dire que c'est assez simple à comprendre. Lorsque vous êtes exposé 2 fois, quand le marché monte, plus il va monter, moins vous êtes exposé. Okay. Donc globalement, vous devez racheter à la fin, à la fin de la clôture, et inversement, vous devez vendre. Et donc vous vous retrouvez dans une structure qui fait que vous achetez après une partie de la hausse et vous revendez après une partie de la baisse. Donc c'est ce qu'on appelle un effet gamma négatif. Et donc du coup, petit à petit, et plus les marchés vont être volatiles, moins vous avez 2 fois la performance. Donc ça, il l'explique très bien, mais il faut l'avoir en tête. Faut l'avoir en tête. Il faut le comprendre. On n'aura jamais exactement. Si on prend un exemple, depuis le début de l'année, le CAC fait environ 12%. Donc on s'attend à avoir 24. Et l'ETF fait 20% environ. Donc on n'a pas exactement. Pas tout à fait. On fait du levier, mais on n'arrive pas à avoir du x2. Et puis un mot aussi. Alors là, ça va peut-être devenir effectivement une dimension récurrente de votre intervention. Le match passif-actif dans l'univers des ETF, puisque vous suivez de plus en plus l'émergence de ces ETF actifs. Qu'est-ce qu'on peut en dire et comment on peut mettre un peu de perspective là-dessus On l'a incorporé effectivement dans notre observatoire parce qu'on en entend beaucoup parler. Donc on s'est dit il faut qu'on regarde, même si nous en direct on n'en prend pas forcément directement, on n'investit pas forcément dans les ETF actifs, mais on s'est dit on est obligé de suivre aussi effectivement cette tendance-là. On en entend beaucoup parler. Les providers disent qu'il n'y a jamais eu autant de collecte. C'est vrai, mais il n'y en a jamais eu autant. Oui, partant de zéro. Oui. Et alors après, on voit la petite barre orange, elle monte quand même, depuis quelques temps maintenant. Mais et quand on regarde vraiment la façon dont les flux se répartissent, on était il y a 2 ans à environ 4% globalement des flux entre 4 et 5 qui allaient sur les ETF actifs par rapport aux ETF indiciels. Là, on est plutôt aux alentours de 8, donc effectivement, ça progresse, mais ça reste très très faible. On a en gros un peu plus de 3% des encours en Europe qui sont sur les ETF actifs. Aux États-Unis, on est plutôt à 10, donc il y a toujours une vraie différence. Donc c'est encore très très faible. C'est surtout sur la partie obligataire par rapport à la partie action. On est sur les encours à 2,6% en actions et 3,9% en pourcentage sur les marchés obligataires. Donc ça va plus sur le côté obligataire. Et donc globalement, on voit beaucoup de lancements de produits. C'est vraiment le focus du moment, avec des recherches. Donc soit l'actif pour le côté ESG, ça c'est quelque chose qui est important pour essayer d'avoir de prendre en compte plus rapidement les critères extra-financiers, soit pour essayer de faire battre les indices, gagner la performance avec des vies soit macro, soit de rajouter des options. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et des frais de gestion qui restent limités. Et des frais de gestion qui sont plus importants, alors moins importants qu'en gestion active, mais c'est ça globalement plus important. C'est qu'un ETF passif. Exactement. Un ETF purement passif, on verra s'ils arrivent à battre leurs indices pour ceux qui cherchent à battre leurs indices. Mais en tout cas, c'est une tendance et c'est vrai qu'il faut l'évoquer puisque tout le monde en parle. Et là aussi, on le disait, regardez plus en détail le 2 fois leveragé par exemple. Il faut vraiment savoir ce qu'on achète. Le hedge de change aussi, on compte plus sur les actifs. Il y a un vrai travail à faire. Il y a un vrai travail à faire. Et c'est ces nouveaux ETF qui arrivent effectivement et qui viennent renforcer encore un peu plus cette industrie. Merci beaucoup Olivier. Olivier Maltès, merci, le directeur des investissements d'Alteis by Yomoni, avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.